Bonjour Michel, Bonjour Barbara. nous avons eu l'occasion de nous rencontrer plusieurs fois et j'ai été interpellée par ton parcours atypique. Lorsque nous avons échangé, tu m'as beaucoup parlé de rêve. Pourquoi le rêve? Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir un rêve qui m'a permis de connaître le succès et de surmonter les vents contraires. Et pour moi, le rêve est un générateur d'audace et d'ambition, une énergie et un tremplin pour rebondir en situation de crise. Pour être précis, les hasards de la vie m'ont fait naître à Roissy en France, avant même que l'on songe à y établir l'aéroport Charles de Gaulle. Je suis issu d'une famille où il y avait 6 enfants, dont 3 handicapés profonds. Ça n'a pas été facile à gérer, une enfance comme cela, d'autant plus que mes parents étaient vraiment désargentés et je n'ai jamais eu de vélo et je ne suis jamais parti en colonie de vacances. Alors, je n'avais qu'une chose, à l'époque, Roissy était une terre agricole, je n'avais qu'une chose à faire, ben, c'était de gambader dans les champs, les chemins de terre et de rêver en levant la tête et en regardant les avions se poser et décoller du Bourget tout proche, à 6 kilomètres de là. Et donc, moi qui n'avais pas de vélo, je me disais un jour, tu seras dans ces avions-là, tu les piloteras. Et comme ça me paraissait très modeste, hein, j'avais 8, 10 ans, je voulais créer ma propre compagnie aérienne avec mon nom écrit sur mes avions. Je savais déjà que cette compagnie s'appellerait Torigny Aviation et que son but serait de faire des survols touristiques de ce beau pays dans lequel j'allais jamais en vacances, qui s'appelle la France. Donc, c'était les châteaux de la Loire, c'était le Mont-Saint-Michel, c'était, j'en passais des meilleurs. Et là était mon rêve. Et je me disais, voici la vie dont je rêve et je vais tout faire pour avoir cette vie-là. Et mon rêve a toujours été mon moteur et ma recette. As-tu concrétisé ton rêve? Alors, pour répondre très court, oui, je suis même allé au-delà. Explique-nous. Alors, je vais, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, je vais passer mon enfance à me créer mes héros et à me gaver de leurs exploits. Et je serai particulièrement impressionné par l'aventure de l'aéropostale. Euh, L'aéropostale des grands pilotes, c'était Jean Mermoz, plus très connu maintenant, mais c'était l'idole de l'époque. Antoine de Saint-Exupéry, que beaucoup savent, et c'est tant mieux que c'était un grand écrivain, mais c'était aussi un bel aviateur. Et voilà, c'était véritablement mes inspirateurs. Et dès que possible, eh bien, je faisais les 6 kilomètres qui me séparaient du Bourget pour tout simplement aller appuyer mes coudes sur la table d'orientation et de regarder là au large New York, 5840 kilomètres. Et je me disais qu'un jour, eh bien, j'irai. Et je m'enivrais en regardant, c'était les débuts de l'aviation à réaction, et je m'enivrais tout simplement en admirant les allées et venues des premiers avions à réaction qui étaient le Boeing 707, la Caravelle, le Tupolev 104 et quelques autres encore. Et puis tous les 2 ans, il se trouve que le plus important salon aéronautique se trouvait où? En France, à côté de Paris, au Bourget. Alors tous les 2 ans, eh bien, j'allais frétiller, j'allais gambader au milieu des avions. Je croisais les plus grands pilotes au monde et je les regardais en levant la tête et puis je me disais, c'est un monde véritablement dans lequel je veux être. Et puis le temps a passé, 1962, donc j'ai 13 ans, 14 ans, et je vois en première page du Parisien libéré, donc le journal qui est devenu aujourd'hui le Parisien, et je vois qu'en couverture, il y a un grand titre où on dit que nous allons construire dans la plaine de Roissy un aéroport qui s'appellera Paris Nord et qui sera euh, capable d'accueillir 80 millions de passagers en l'an 2000. Et là, euh, je me dis, ils vont faire un aéroport dans mon jardin. J'aurais même plus besoin de faire 6 kilomètres pour aller voir les avions. Alors, c'est une réalité qui encourage mes rêves. C'est presque un symbole, un encouragement. Et puis, quelque part par là, j'ai presque l'impression d'un sentiment de destin. Et tu vois, dans la vie, il faut toujours croire à son destin. Et mon adolescence se conclura avec les deux plus formidables aventures du XXe siècle, qui étaient le premier vol de Concorde et en parallèle
la marche lunaire de Neil Armstrong. Donc ça, c'est l'adolescence qui s'arrête, enfin, qui s'achève, et il va falloir passer des concours à l'issue du BEPC. Donc, je passe le concours de l'armée de l'air et j'intègre les écoles de Saintes et Rochefort. Rochefort, une célèbre école dont je sors avec un diplôme de technicien en propulsion aéronautique. Ma spécialité, c'est le réacteur, ce qui m'amène à être muté sur la base de Dijon. Sur la base de Dijon se trouve un avion mythique qui d'ailleurs aura la célébrité télévisée à travers Tanguy et la Verdure et les Chevaliers du Ciel. Et ce fameux Mirage 3, avion révolutionnaire, a été vendu à 1400 exemplaires à 22 pays. Et dès mon arrivée sur Dijon, eh bien, modestement, je serai appelé à être formateur. Ce qui fait qu'à l'âge de 20 ans, moi, je suis formateur sur les réacteurs du Mirage 3 et je forme donc des pilotes et des mécaniciens qui viennent des 22 pays qui nous ont fait cet honneur d'acheter notre appareil. Alors, en parallèle de cela, eh bien, je vais passer mon brevet de pilote privé à l'aéroclub de Nuit-Saint-Georges. Et comme mon rêve était de créer ma compagnie aérienne, eh bien, qui s'appellerait Touring Aviation, puisque je l'ai rêvé, je vais le faire. Alors, je vais voir les patrons de l'aérospatiale qui est devenu Airbus. Je leur explique mon rêve, je leur explique mon projet, et ils me disent, écoutez, voilà, nous, notre métier, c'est de construire et vendre des avions, en aucun cas de les louer. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'en acheter, c'est un peu compliqué, sauf que on croit dans votre projet et par votre conséquence, on va vous mettre en relation avec des clients à nous qui ont besoin de rentabiliser leurs avions. C'est ainsi qu'ils vont mettre à disposition 2 avions que je vais devoir recruter 2 pilotes et j'organise mes survols touristiques au-dessus de la France. Et donc, pour ce faire, eh bien, je m'organise un peu comme un cirque. Un jour, on est là, le lendemain, on est ailleurs. Ce sont des vols qui durent une demi-heure, qui permettent de faire 100 km, ce qui n'est quand même pas peu pour une promenade aérienne. Et c'est le survol de Saint-Malo, c'est le survol de l'île de Léron et de tout ce que je t'ai déjà évoqué. Et évidemment, ça marche bien l'été. Et l'aérospatiale me suggère, en parallèle, de créer une école de pilotage à Dijon sur la base des Mirages. Voilà. Et en 1982, c'est mon école privée, donc c'est l'école qui a le plus recruté en France. J'avais quand même quitté l'aviation. J'ai 33 ans, j'ai réalisé mon rêve puisque j'ai bien, bien dans l'aviation. Au passage, j'ai servi un avion de légende qui s'appelle le Mirage 3. J'ai bien été pilote, j'ai bien créé ma compagnie et j'ai bien mis mon nom sur mes avions. Et puis là, on en reparlera peut-être. Il y a eu quelques vents contraires qui ont fait que j'ai été obligé d'arrêter. Et non seulement j'ai arrêté ma petite compagnie, mais j'ai surtout arrêté l'aviation. Et donc, j'ai été recruté par un centre de formation international, le centre de formation en entreprise, qui s'appelait Eurelec. Et puis, au bout de 3 ans, moi qui étais rentré en 150e position, si je peux parler comme ça, dans la hiérarchie, eh bien, je suis convoqué par le patron qui me dit, écoutez, je crée le poste de directeur commercial, il est pour vous. Donc, de 150e au classement, comme on dit au tennis, ATP, je crois, eh bien, je me retrouve numéro 3 de la boîte. Donc, voilà, l'aviation, c'est derrière. Et donc, je me refais une santé comme ça. Jusqu'au jour où, 6 ans plus tard, je recroise une de mes anciennes relations, qui est le colonel Bernard Borella, un ancien pilote de Mirage 3, qui me dit, moi, j'ai acheté des avions, je fais l'école de pilotage comme toi à Dijon, mais le week-end, j'aimerais bien faire le baptême de l'air, mais je ne sais pas commercialiser ça. Alors, il me dit, ça serait bien qu'on travaille ensemble. Pourquoi pas? Donc, à ce moment-là, je quitte Relec, je crée Air Loisirs Service, dont la spécialité va être de faire des circuits touristiques, des baptêmes de l'air pour les comités d'entreprise. Et c'est reparti. C'est Paris, la Tour Eiffel, survolé. C'est le château de Chantilly, c'est le château de la Loire, c'est le château de Versailles, et ceci et cela. Je continue d'avancer, de gravir les marges de mon métier.
Et je me retrouve au musée de l'air et de l'espace du Bourget, qui est le plus ancien musée aéronautique au monde. Je leur propose d'amener des clients, ils me disent on peut faire mieux, on peut être carrément partenaire. Et c'est ainsi qu'avec 20 guides sur place, je deviens le partenaire numéro 1 du musée de l'air. Et puis comme c'est pas fini, eh bien, je vais là où je suis né, c'est-à-dire sur l'aéroport de Roissy, puisqu'entre-temps, ils ont abandonné les tracteurs, les vaches et les chevaux, enfin tout ce qu'ils pouvaient faire le quotidien des fermes. Et donc, ils ont établi ce fameux aéroport. Et je vais voir la direction et je leur demande, leur dis, écoutez, voilà, moi j'ai des gens qui seraient d'accord pour venir visiter l'aéroport, dites-moi comment je peux faire. Et là, ils me disent, comment vous pouvez faire, on ne va pas vous l'apprendre, par contre, ce qu'on va vous apprendre, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et c'est ainsi que je crée ce programme qui a duré près de 30 ans, qui s'appelle l'aviation d'hier et d'aujourd'hui. Je travaille en partenariat avec des agences de voyage, des autocaristes. Ce sont des dizaines de milliers de visiteurs à qui j'ai fait partager avec mon équipe de guides, à qui j'ai fait partager ma passion pour l'aviation. Voilà. Donc c'est presque simple à dire, c'était un peu plus compliqué à faire quand même. Alors, question que j'ai envie de te poser, c'est quoi la chance? Tu sais ce que c'est la chance? Ben, je vais faire la réponse. C'est quand le rêve rencontre l'opportunité. Et il se trouve qu'un jour, au musée de l'air, je croise, au cours de ce qu'on appellerait aujourd'hui un événement d'entreprise, je croise des représentants d'Air France qui me posent la question de savoir exactement ce que je fais. Donc, je leur explique en un peu plus de temps ce que je viens de t'expliquer. Et ils me disent, bah, écoutez, voilà, ça fait plus de 20 ans qu'on cherche quelqu'un qui puisse se consacrer à l'exploitation d'un de nos avions. Et je leur demande lequel, ils me disent Concorde. Alors, je tombe un peu à la renverse, bien sûr, parce que je m'attendais à rien, mais je m'attendais surtout pas à ça. Alors, Concorde, pour te rappeler, toi qui es jeune, qui ne l'as pas connu, c'était un défi technologique, c'était un projet fédérateur à dimension humaine. Et c'était surtout l'aboutissement de la stratégie de reconquête de l'industrie française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et en entrant dans cette histoire Concorde, eh bien, en définitive, je vais au-delà de mon rêve de gosse. Parce que quand j'avais 8-10 ans, on ne parlait pas de la conquête lunaire et on ne parlait pas non plus de Concorde. Donc, je suis au-delà de mon rêve, c'est ça qui est important. Alors, je vais associer mes savoir-faire, que sont le matin, la visite du musée de l'air, en début d'après-midi, la visite de l'aéroport de Roissy directement sur les pistes avec 2 autocars, on tournait autour des avions. Et puis, à 16h30, eh bien, on partait pour un vol sur Concorde. Ce programme que je viens de te décrire en 3 étapes, eh bien, est unique au monde. Et il ne sera jamais égalé puisqu'il n'y a plus de Concorde. Et je deviens, avec ce programme, la référence mondiale. Ce sont des milliers de passagers qui viennent du monde entier pour réaliser leur rêve, qui est de passer le mur du son, et donc il n'y a pas le choix de voler à bord de Concorde. Alors il y a eu une interruption due malheureusement au crash, dont on reparlera peut-être, et je vais faire partie de ceux qui vont remettre Concorde en vol. Il y a une petite anecdote, c'est qu'il y a 2 compagnies qui ont exploité Concorde, c'est Air France bien sûr, et c'est British Airways. Pourquoi? Parce que l'avion avait été construit par les Français et les Anglais. Et British Airways faisait de la ligne New York, comme Air France, et avait un alter ego à Michel Torny chez eux, qui s'appelle Colin Mitchell, et qui, lui, ce Colin Mitchell, organisait, comme moi, des boucles supersoniques. Sauf que quand il a fallu remettre Concorde en vol, les Anglais se sont contentés d'aller à New York, point, terminé. Ce qui fait que Colin m'appelle et me dit, voilà, dans un français plutôt correct, British ne veut pas reprendre mes vols, est-ce que nous pouvons travailler ensemble? Ce qui fait que moi, qui ai fait des études techniques dans lesquelles nous n'avons jamais appris à parler anglais, je me récupère la clientèle de British Airways, ce qui ne manque pas de saveur. Et ainsi, je deviens, avec l'aide de Colin, le numéro 1 mondial pour les vols privés de Concorde. Et à moi tout seul, et avec mon équipe bien sûr,
ce sont les 3/4 des vols privés que nous allons réaliser. Et donc, c'était reparti pour mon programme, où le musée de l'air, le matin, je faisais revivre mes héros, Syntex, Mermoz et bien d'autres. L'après-midi, on repartait sur les pistes de Roissy, sur les taxiways, autour des avions. Et là, je superposais mon hier à moi de gamin qui rêvait à aujourd'hui, qui était devenu, entre guillemets, le petit chef de tout ça. Et je mesurais le chemin donc parcouru, et à chaque fois, c'était une émotion pour moi, parce que je pensais évidemment à mon père et à ma mère. Et à 16h30, on entrait dans Concorde comme un mariage dans une cathédrale. Pourquoi? Parce que les gens étaient là depuis 8h le matin, ils venaient réaliser un rêve. J'avais dû savoir comment organiser et orchestrer tout ça, ce qui fait qu'il n'y avait pas de grands, il n'y avait pas de petits, il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait que des gens qui étaient là pour réaliser un rêve. Et en parlant de rêve, et de mon rêve en particulier, je t'ai dit que j'avais voulu mettre mon nom sur mes avions, chose que j'ai faite. Mais quand mes passagers entraient dans mes Concordes, et il y en a eu des dizaines, eh bien, la première vue qu'ils avaient, c'était les 100 sièges qui étaient décorés au logo d'Air Loisirs Service, c'est-à-dire au logo de Michel Torigny. Voilà. Personne au monde n'a fait ça. Et je suis le type qui a conçu, vendu, organisé les voyages les plus chers au monde pour aller nulle part et en les faisant le plus vite possible. Je t'explique. Tout a un coût, tout a un prix. On consommait 23 tonnes de kérosène. Je ne le dis pas trop fort pour éviter de m'attirer les foudres de nos congénères. On consommait 23 tonnes de kérosène à l'heure. Alors, ça avait un coût, donc ça avait un prix, donc ce n'était pas donné. On allait nulle part, parce qu'on décollait de Roissy, on montait à 2 km de l'espace, on allait au milieu de l'Atlantique, on faisait demi-tour et on revenait à Roissy. Donc on était allé nulle part, tu me l'accordes. Et nous étions allés le plus vite possible. Pourquoi? Parce que nous allions à 2 fois la vitesse du son. Et la vitesse du son, enfin à 2 fois la vitesse du son, c'est la vitesse d'une balle de fusil. Donc tu t'imagines. Voilà. Donc, non seulement je suis allé au-delà de mes rêves, mais qui plus est, j'ai réalisé le rêve de milliers de passagers qui, je te rappelle, venaient du monde entier. Et modestement, je suis rentré dans l'histoire de Concorde, puisque le dernier vol, écoute bien, le dernier vol de Concorde Air France, 31 mai 2003, ce soir-là, nous l'avons posé sur la piste qui traverse le chemin de terre sur lequel j'ai appris à marcher. Tu te rends compte du truc. Alors, heureusement que je viens de te parler du dernier vol de Concorde, donc le tour aurait pu se terminer là, sauf que heureusement, j'avais toutes mes autres activités et donc j'ai pu continuer. Voilà. Non seulement j'ai pu continuer, mais mon expérience Concorde, aussi modeste soit-elle, fait qu'aujourd'hui, mon envie, si tu veux, c'est de transmettre mon expérience et mon goût de l'aventure humaine. Je dois être à peu près le seul, je ne veux pas prendre de risques, je dois être à peu près le seul aujourd'hui à faire des conférences sur la thématique de Concorde pour le grand public ou pour les publics d'entreprise. Alors j'interviens dans les entreprises, j'interviens dans les clubs d'affaires, j'interviens dans les universités, tout ce qui fait assemblée générale, dans les congrès, parfois, il m'arrive d'intervenir avec des astronautes comme Jean-Loup Chrétien, premier astronaute européen, Jean-François Clairvoy, ce qui me fait dire qu'après être monté au plus haut avec Concorde, eh bien aujourd'hui, je tutoie ceux qui ont marché dans les étoiles. Parce que ces gens-là, les deux dont je te parle, sont des gens qui ont volé sur la navette américaine. Jean-Loup a même volé sur les Soyouz russes. Et ces gens-là sont allés dans l'espace, non seulement dans l'espace, mais qui plus est, en dehors des capsules, ils ont vraiment nagé dans les étoiles. Voilà, donc ça vaut le coup d'avoir un rêve. Alors, je transmets aussi pour les jeunes générations, puisque les hasards de la vie t'ont fait comprendre aussi que j'exploite depuis près de 30 ans les visites de l'aéroport de Roissy. Et si mon public de départ, c'était les clubs de retraités et les comités d'entreprise, eh bien aujourd'hui, ce sont les lycées, les IUT, les CFA, puisque j'ai développé
j'ai développé des programmes de découverte des métiers en secteur aéroportuaire. Voilà. Et puis j'ai une autre transmission aussi. Il faut savoir faire de toute calamité une opportunité. Et quand nous est arrivé la fameuse Covid, je ne sais plus combien, 19, donc je me suis trouvé à l'arrêt, moi qui avais quand même pas mal roulé, qui avait un peu volé aussi, il faut le dire. Eh bien, je me suis retrouvé tout seul dans mon bureau. Alors, j'ai réfléchi à ce que m'avaient dit des étudiants, à ce qu'on me sollicitait depuis 20 ans. On me disait, tu n'as jamais pensé à écrire un livre? Et un jour, il y a un étudiant de l'université de Besançon qui m'a dit, vous avez le devoir de transmettre. Alors, je me suis mis à la plume. J'en ai écrit 800 pages, je crois, à la main, voilà, avec une gomme et un crayon. Et puis, mon épouse, on a fait un bouquin de 350 pages, puisque c'est elle qui a dactylographié tout cela. Voilà. Donc, je transmets à travers ce livre qui s'appelle Au-delà de mon rêve, ce qui n'est quand même pas un titre usurpé, puisque par définition, c'est la vérité. Voilà. Donc, là, ce que je peux te dire. Et est-ce que tu considères que tout a été facile? Oui, j'attendais une question de ce genre-là. Alors, ce que je peux te dire, c'est que, évidemment, je dirais que tu peux avoir les médailles, mais il ne faut jamais oublier qu'à toute médaille, il y a des revers. Donc, mon aventure n'a pas été un long fleuve tranquille. Je m'explique. Je te rappelle que je suis issu d'une famille où les choses n'étaient pas faciles. Par ailleurs, je te dis que j'avais passé mon brevet de pilote privé, ce qui m'a permis donc d'être pilote, de comprendre comment volait un avion. Mais malgré tout, j'aurais aimé être pilote de ligne au passage. Mais quand je suis rentré à l'école de Saintes, première visite médicale, on m'a dit, oh, vous avez un petit problème de vue, un petit problème de myopie. Donc voilà, ça a été un premier écueil. Donc je suis pas monté, je suis pas allé très très haut dans la hiérarchie des pilotes, mais j'ai assuré le minimum qui me permettait donc de manager, ce qui était déjà pas mal dans la mesure où tous les patrons des compagnies aériennes, de tous ces gens-là, il n'y en a pas un seul qui sait comment se pilote un avion. Voilà. Autre écueil que j'ai eu, c'est que je suis très amoureux de la vie et puis les hasards de cette vie précisément m'ont fait rencontrer très jeune une charmante personne avec laquelle j'ai conçu. Nous avons donné vie à 4 enfants et j'avais 22 ans. Notre aîné, malheureusement, est né handicapé, autiste profond. Et donc ça, c'est des choses pas faciles à vivre. D'autant plus que quand il y a 4 enfants plus dont un handicapé, eh bien, ça te contraint à un seul salaire. Et, et voilà. Et si tu rêves de créer Touring Aviation, aussi fort que soit ton rêve, eh ben, tu t'aperçois que tu n'en as pas les moyens. Alors, tu fais comment? Bah, tu contactes les copains, tu contactes la famille, tu dis j'espère qu'ils ne vont pas me tourner le dos, et puis tu récoltes 20 000 francs. 20 000 francs, ça correspond à 3 000 euros d'aujourd'hui. Et je crée ma compagnie avec ça. Et je réussis à convaincre l'aérospatiale de me louer des avions avec rien, quoi, en définitive. Voilà, ce sont des idées. Et, donc, quand on a décollé avec Touring Aviation, qu'on est allé faire nos randonnées sur les plages et qu'on est allé survoler les sites français, eh bien, je me suis heurté également aux aéroclubs. Parce que les aéroclubs, qui sont des associations loi 101, peuvent faire des baptêmes de l'air, mais en aucun cas ne peuvent faire concurrence à des sociétés de travail aérien qui, elles, sont patentées pour faire acte de commerce. Voilà. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails de la législation. Toujours est-il que ça ne s'est pas passé comme je l'avais rêvé. Allez, utilisons le mot. Et puis, quand ensuite l'aérospatiale m'a proposé de créer une école de pilotage à Dijon, les bras m'ont été ouverts, top niveau. Sauf que l'utilisateur principal était l'armée de l'air et ses mirages. Mais ça volait le week-end. C'était une base école, base opérationnelle, mais le week-end, c'était fermé. Alors, comment veux-tu faire tourner une école de pilotage? Et si le week-end, tu ne peux pas décoller avec tes avions? Et dès le début, on m'a dit, mais vous allez avoir, on a demandé à l'armée de l'air, on va avoir l'autorisation, on va bientôt l'avoir, l'autorisation. Mais je n'ai jamais vu venir cette autorisation. Donc,
L'atterrissage a été difficile. En bon français, on dit que c'est un échec. J'ai dû rendre mes avions à l'aérospatiale qui m'en a pas tenu rigueur, et je leur remercie. J'ai tout perdu. J'avais plus de travail. J'avais plus de famille parce que mon épouse est considérée qu'il était mieux, au lieu de voler que moi je vole avec elle, il valait mieux qu'elle vole de son côté. Je me suis retrouvé avec rien. Je me suis retrouvé avec rien, et quand tu te retrouves avec rien, que tu sais même plus où habiter, ça s'appelle être SDF. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai rebondi. J'ai rebondi en conduisant des autocars de ramassage scolaire à la RTCO de Dijon. Et puis, comme on ne fait pas de cadeaux à ceux qui échouent dans notre pays, même s'ils n'ont pas connu de faute, c'est comme ça. Je me suis retrouvé au tribunal et j'ai pris 4 mois de prison avec 4 mois d'emprisonnement, la formule exacte, 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a un moment où l'aviation, c'était fini, quoi. Parce que tout ça pour ça, voilà. Donc, c'était une longue construction, mais ça m'a servi de leçon pour la suite. Et quand je suis rentré au relais, que je te disais en 150e position, et que je me suis retrouvé directeur commercial, eh bien, ça n'a pas duré longtemps non plus. Et pourquoi? Eh bien, parce que le 3 septembre 1987, j'étais sur le périphérique à Paris, porte de Bagnolet, là, au pied des Mercuriales, qui sont le World Trade Center de Paris. Et donc, à ce moment-là, il y a un ralentissement. Un camion me percute, la voiture est pulvérisée. Je suis envoyé, donc je suis sous le camion. Et puis, pour s'arrêter, le camion va quand même écraser 14 bagnoles. Je suis récupéré intransportable. Et donc, je m'en sortirai quand même. Ce que je me souviens, c'est que les chirurgiens m'ont demandé si j'étais croyant. Je leur ai dit, je suis catholique, par tradition familiale. Ils m'ont dit, si vous êtes catholique, vous irez à Lourdes, parce que nous, on ne peut pas comprendre pourquoi vous êtes là. Voilà, donc ça rassure. Hein. Mais voilà. Et puis, donc, je suis resté handicapé, puisque je me fais 4 piqûres par jour, étant donné que j'ai fait une mutation génétique. Et puis, par ailleurs, j'ai la colonne vertébrale qui est pavée comme une voie romaine. Mais miracle, 3 mois plus tard, je reprenais l'intégralité de mes activités à la tête, à la direction commerciale de Rélec. Bon, voilà, ce qui ne tue pas rend fort. Et puis, pareil, quand après je suis reparti et que je suis arrivé dans l'histoire de Concorde, tout allait bien. J'étais le numéro 1 français pour les vols privés. J'avais même ma concurrence de tour opérateur qui m'envoyait les clients, parce qu'on reconnaissait que j'avais un programme qui était... J'étais la référence, je le disais tout à l'heure, j'étais la référence sur les marchés. Donc, les gens qui, de temps à autre, louaient un Concorde à Air France, eh bien, finissaient par m'envoyer les clients. Et j'étais bien là, mais ça n'a pas duré. Pourquoi? Mes premiers vols, je les ai faits en 98, et puis le 25 juillet 2000, eh bien, il y a un Concorde qui se crache en bout de piste à Roissy. Et donc là, à nouveau, je suis à l'arrêt. Et ça va durer 18 mois avant qu'on le remette en vol. Et la suite, tu la connais, puisque on l'a remis en vol. J'ai même récupéré la clientèle de British Airways. De numéro 1 français, je suis devenu numéro 1 mondial. Voilà. Sauf que, ma foi, il a fallu l'arrêter pour différentes raisons. En particulier, la guerre en Irak et tout ça. C'est ça qui nous a accéléré l'arrêt. Et puis, si je devais terminer, je t'ai dit qu'aujourd'hui, je transmettais à travers des conférences, à travers des accompagnements sur l'aéroport de Roissy pour nos jeunes. Ouais, sauf que depuis un an et demi, il n'y a plus de conférences. Il n'y a plus de possibilité de visiter Roissy. En plus, ça manque d'intérêt puisqu'il n'y a plus que 14% des décollages. Donc, il y avait un décollage ou un atterrissage toutes les 40 secondes. Donc, tu multiplies par 0,13 et tu vas t'apercevoir que ça ne fait pas grand-chose. Voilà, mais heureusement, les technologies, l'innovation permettent aujourd'hui de pouvoir se rencontrer en visioconférence. Alors, en plan B, en plan
en rase-motte, si je puis parler comme ça, dans mon métier, eh bien, je fais des visioconférences et puis je diffuse mon livre qui, a priori, reçoit une belle considération. Voilà. Et j'ai peu de choses à ajouter à cela. Donc, comme tu le vois, j'ai mélangé l'eau chaude, j'ai mélangé l'eau froide, et ce qui compte, tout compte fait, c'est qu'aujourd'hui, je sois là devant toi. Hein, voilà. Donc, c'est Donc mon histoire. si je Oui. résume, tu as souvent gravi les marches de ton métier et tu es Oui. assez souvent descendu par le toboggan. Et comment tu as pu gérer cette vie pleine de rebonds et de paradoxes? J'ai dû à chaque fois me remettre en cause et me dépasser. Grâce au rêve, je le disais, j'ai vécu le meilleur, j'ai surmonté le pire. Il m'a fallu beaucoup de volonté et de pugnacité. Mais ma force, c'est d'avoir toujours été bien entouré de gens qui croyaient en moi. Et ça m'a transcendé. Et j'ai une deuxième force, c'est ma seconde épouse, qui depuis 39 ans, et ça reste un mystère pour moi, est mon premier supporter. Quand je vois non pas ce qu'ensemble nous avons réussi, mais que je vois surtout ce que je lui ai fait surmonter, bon, je me pose des questions et j'ai qu'une réponse, je dis elle doit m'aimer, c'est pas possible autrement. Voilà. Et puis, et je lui rends bien d'ailleurs. Et j'ai un deuxième amour, c'est l'amour pour la vie. Et ça aide. Ça aide. Alors peut-être parce que j'ai vu beaucoup de souffrance autour de moi. Tout le monde voit de la souffrance, mais moi je mesure la chance de l'existence. D'ailleurs, si je dois te résumer, j'ai l'impression d'être passé à travers les filtres du destin. 6 enfants, 3 handicapés, pourquoi pas moi? J'en passe et des meilleurs. Voilà, j'en ai plein d'exemples comme ça qui m'interpellent. Voilà, donc c'est véritablement des choses sur lesquelles moi-même je m'interpelle, j'ai pas de certitude, c'est la vie. Aujourd'hui, j'entends dire que nous vivons une époque sans rêve. Qu'en penses-tu? Qu'en Bah, penses- d'abord, j'entends la même chose que toi, donc pour pas t'inquiéter, je vais dire que tu n'entends pas des voix, c'est ce que j'entends aussi. Voilà. Euh, Par contre, il ne doit pas t'échapper que nous vivons une époque quelque peu incertaine, pour pas dire terrible. Et jamais l'humanité n'a eu autant de défis à relever. Mais dans tout cela, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a jamais eu autant d'outils pour y parvenir. Plus que jamais, nous pouvons agir pour le futur si nous le voulons. Le futur sera si nous savons rêver et si nous savons faire de nos rêves des projets. Et comme on dit dans mon métier, des prises de cap. Si tu sais, si nous savons nous en convaincre, si tous nous savons nous en persuader, les 30 prochaines années, écoute bien ce que je vais dire, les 30 prochaines années seront aussi glorieuses que celles que j'ai eu la chance et l'honneur de traverser. Il y a des impératifs pour réussir ce défi. C'est d'abord de savoir associer l'expérience à l'innovation. L'innovation pour l'innovation, il y aura beaucoup de déperditions. Si on associe l'expérience et l'innovation, on peut rêver. Tiens, c'est le mot qui convient. Euh, Par ailleurs, je suis surpris de l'ampleur des défis de notre époque et de la modestie des ambitions. Ce qui me fait dire que nous avons deux obligations. La première, c'est de rebondir, parce qu'on est rentré dans la période de crise sanitaire avec une grosse crise économique et qu'on ne va pas en sortir facilement. Et je m'attends à des grandes difficultés économiques, j'espère me tromper, mais il faut se mettre en plan gestion de risque.
Et puis par ailleurs aussi, quand on voit depuis 1 an et demi les états d'âme, eh bien je me dis aussi qu'il faut se réenchanter. On a besoin de vivre, on a besoin de sourire, on a besoin de lutter. Euh, il faut gagner, il faut perdre, voilà, il faut regagner derrière après avoir perdu, il ne faut jamais renoncer. Voilà. Et je pense que il faut s'imposer des grands objectifs et à défaut de les obtenir, on fera une partie du chemin. Elon Musk va nous emmener sur Mars. C'est pas certain qu'il lui-même puisse y aller un jour. Mais une chose est certaine, c'est que pour l'instant, c'est lui qui a emmené Thomas Pesquet dans l'espace. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir des rêves, et même si t'en fais. Mais si tu les dépasses, c'est mieux. Mais si tu n'en fais que la moitié du chemin, tu as déjà fait de la route. Voilà. Le message que je voulais te transmettre, ma chère Barbara. Un grand merci à toi, Michel. C'était un honneur de te poser des questions et puis, comme tu le résumes bien sur ton super livre, hein, Au-delà de mon rêve, c'est voilà, quand on t'écoute, c'est t'as vécu ton rêve, donc avec des, c'est pas des échecs, c'est ça qui permet de rebondir comme tu l'as dit et ça motive encore plus de Voilà, croire en soi. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais et c'est ce que tu as fait et c'est ce que tu es encore en train de faire. ce qui est dommage, c'est que nous soyons, et je pèse mes mots, nous soyons dans un pays où il est très, 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 très compliqué de se relever. Parce qu'on oublie la phrase de Mandela qui disait je ne perds jamais. Mm. Ou je gagne, ou Où j'apprends. j'apprends. Voilà. Ouais. Je Et suis pas sûr d'avoir. la phrase un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais, c'est Nelson Mandela aussi qui l'a dit. Ah oui, oui, oui. Euh, moi, je ne sais plus de qui c'est, et c'est peut-être de moi d'ailleurs, parce que à la langue, on ne se souvient plus. Je dis, si un jour l'idée vous vient d'abandonner, pensez au rêve qui vous a fait débuter. Mm. Il faut suivre ses rêves et dans tous les cas, on y arrive. Voilà. C'est une étoile. Le Et rêve, en c'est une plus étoile. de ça, de manière heureuse. Et c'est la base de la vie qu'il faut avoir. Absolument. Donc, Voilà. un grand J'essaie. merci à toi et puis ben, on va se revoir d'ici peu de temps grâce à tous les échanges qu'on a régulièrement. Donc, merci beaucoup. À Je très t'en remercie, bientôt. Barbara, et donc à très très bientôt. À très bientôt. Merci.